Sa grande passion, c'est la Mésopotamie, berceau de l'écriture et berceau de l'humanité. Il arbore même ce soir sur sa cravate des taureaux ailés assyriens. Bonsoir Dominique Charpin. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes assyriologue, professeur au Collège de France. Alors le Collège de France, on commence avec ça, fait sa rentrée à partir de demain pendant 3 jours avec un colloque qui a pour thème recherche et innovation. Quel avenir? Alors vous, disons-le clairement, vous attendez plus des millénaires avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Comment allez-vous contribuer à ce colloque? Alors, je n'interviens pas directement, mais on m'a fait l'honneur de me confier la présidence de la première séance et je serais très heureux de commencer avec Serge Haroche, qui a été prix Nobel il y a 5 ans maintenant en physique. Et j'avais été très frappé par ce qu'il avait dit au moment où il avait reçu le prix Nobel, c'est-à-dire qu'on essayait de lui faire dire quelles étaient les applications pratiques de ses découvertes en physique quantique, et il disait ce qui est important, c'est la recherche fondamentale. Il faut développer une recherche libre. On ne peut pas savoir quelles seront les applications, mais c'est ça qui est essentiel. Et au Collège de France, c'est vraiment un de nos axes forts. Et alors, ce qui m'amuse, c'est qu'on a choisi comme image des télescopes qui sont au Chili. Et donc, c'est vraiment la technologie moderne, l'innovation. Et en même temps, ils servent à quoi? Ils servent à aller scruter le fin fond de l'univers, c'est-à-dire, en fait, les racines, non pas de l'humanité, dont moi je m'occupe, mais les racines de l'univers. Ouais. Et donc, d'une certaine manière, il y a cette fascination pour d'où venons-nous. D'où venons-nous? Et c'est peut-être aussi ce qui motive votre travail. Alors, lorsqu'on demande quel métier exercez-vous, vous dites, je crois dans votre leçon inaugurale d'ailleurs, il y a quelques années au Collège de France, vous dites, j'évite de répondre assyriologue pour ne pas mettre mon interlocuteur dans l'embarras. En fait, on dit, vous travaillez avec les hiéroglyphes quand vous dites que vous êtes assyriologue? Alors voilà, c'est ça. Souvent, il y a l'ambiguïté. On connaît beaucoup mieux l'Égypte ancienne que la Mésopotamie, parce que Champollion, parce que Bonaparte... Les pyramides, voilà, toute une série de raisons. Et puis, c'est vrai que l'écriture hiéroglyphique, elle est plus amusante à voir que nos cunéiformes en forme de coin. Donc, vous, les hiéroglyphes, ce sont les écritures cunéiformes, c'est ça? Non, justement, les hiéroglyphes, c'est l'écriture égyptienne. Non, et nous avons une écriture cunéiforme sur argile qui a comme gros avantage d'avoir été écrite sur un support qui se conserve bien. Et donc, on les voit à l'image. Hein. Voilà, on a des tablettes parfois en très bon état, comme celle-ci. Celle-ci a été retrouvée sur le site d'Our où je travaillais au printemps dernier. Ouais. Et vous voyez qu'elle est intacte. Our, c'est en Irak actuel. Hein. Dans le sud de l'Irak. On va en parler justement. Mais vous dites qu'il y a une distinction précise entre les deux, au-delà de Champollion, des pyramides, au-delà des hiéroglyphes ou de l'écriture cunéiforme. Vous dites c'est que nous ne sommes pas les assyriologues, des archéologues. Alors, il y a une distinction entre les archéologues et les assyriologues, c'est-à-dire que les archéologues s'occupent des vestiges matériels d'une manière générale, et les assyriologues sont spécialisés dans l'étude des textes qui sont découverts, notamment sur ces tablettes d'argile dont vous avez montré un exemplaire. Ouais. Alors, dites-nous justement, comment vous définiriez ce que c'est qu'un assyriologue? Quel est votre travail? Notre travail, c'est un travail d'historien, comme tous les historiens. Simplement, nous avons la chance de travailler sur des documents bruts, c'est-à-dire les documents que, au jour le jour, les gens écrivaient. Alors, on tombe sur les archives de famille, par exemple, qui nous permettent de voir, au point de vue économique et social, comment les choses se passaient. On tombe parfois dans les palais sur les archives de la chancellerie, avec toute la correspondance que certains rois ont pu échanger avec leurs voisins, avec des traités. Et donc, on arrive petit à petit à reconstituer une image de toute cette civilisation ancienne pour laquelle nous n'avons aucun récit d'ensemble qui ait été écrit à l'époque. Et de quand date cette civilisation et où? Dites-nous. Alors, les débuts de l'écriture, c'est vers 3200 avant Jésus-Christ, dans le sud de l'Irak. Et cette civilisation s'éteint à peu près au moment où les Grecs, à la suite d'Alexandre, ont étendu leur empire jusque-là. Alors, la Mésopotamie, d'ailleurs, vient du grec, on le précise, qui veut dire entre deux fleuves, deux rives, le Tigre et l'Euphrate. On va partir justement en Turquie. C'est l'un des pays qui vous a amené à travailler avec cette discipline assyriologie. La Turquie, aujourd'hui, un barrage fait polémique et ça se passe dans une cité multimillénaire, Hasankeyf, image commentée par Antoine Delpierre. Ce n'est qu'à l'aube qu'Hasankeyf conserve encore un peu de son âme. 12 000 ans d'histoire ont vu passer ici dynasties assyriennes, romains et soldats ottomans. Mais le soleil, une fois levé, sur les bords du Tigre, rugissent désormais des engins de chantier.
75% du site n'a pas encore été fouillé. Il faut encore au moins 30 ans pour tout finir. Ici, il faudrait entrer avec des brosses à la main. Et eux, ils entrent avec des bulldozers. Dans ce sud-est turc à majorité kurde, Ankara a d'autres projets que la conservation du patrimoine. Cet été déjà, les autorités ont commencé à remplir un gigantesque barrage hydroélectrique situé en aval. Et depuis, l'eau monte inexorablement. Dans la vallée, 60 000 personnes au total seront déplacées. Et depuis les hauteurs d'Hasan Keyf, les quelques 3 000 habitants de ce berceau mésopotamien peuvent apercevoir l'avenir que leur a réservé l'État turc. Une ville nouvelle où les promoteurs vendent ces maisons toutes identiques plus chères qu'ils ne rachètent celles qui seront bientôt englouties. Nous n'avons pas de pâturage. Ils nous ont construit une ville, mais cela n'a aucune importance si nous ne pouvons pas nourrir nos animaux. Qu'est-ce que nous allons faire là-bas sans travail? Hasan Keyf était réputé dans le monde pour sa grotte et ses habitants. Maintenant, cet endroit est détruit. Et qui l'a détruit? C'est l'AKP. Dans cette zone désertique au port du Kurdistan et de l'Irak, les enjeux hydroélectriques, stratégiques et politiques semblent l'avoir emporté. L'UNESCO est restée jusqu'alors muette sur l'éventualité de classer Hasan Keyf au patrimoine mondial. Dominique Charpin, on le voit, une région tourmentée aujourd'hui. On va parler notamment de l'Irak et de la difficulté d'exercer votre métier. Une réaction peut-être à la Turquie, à ce qu'elle a représenté à l'échelle de la Mésopotamie? Oui, on a l'écriture cunéiforme qui a été employée par les Hittites en Anatolie à partir du 2e millénaire. Et donc, il y a un concert des nations à ce moment-là qui s'établit. Et tous les rois du Proche-Orient au sens large utilisent l'écriture cunéiforme et la langue babylonienne pour communiquer entre eux. Depuis le cœur de la Turquie actuelle jusqu'en Égypte, les pharaons ont conservé aussi des archives très intéressantes à El Amarna. Alors vous deviez être en Irak là, ces prochains jours, ça n'a pas pu se faire pour des raisons de sécurité? Oui, on devait reprendre des fouilles qui avaient été interrompues il y a 30 ans, en 1989, et puis malheureusement les tensions actuelles en Irak font qu'on est obligé de repousser notre départ. J'espère beaucoup, d'abord et avant tout pour la population irakienne, que les choses vont pouvoir se calmer et que la situation économique va s'améliorer de façon que les jeunes trouvent des emplois dans un pays qui a des richesses patrimoniales qui nous intéressent, nous, en tant que savants, mais aussi des richesses économiques qui font que ce pays devrait pouvoir se relever. Alors il y a notamment Nimrod qui a été attaqué par les djihadistes de Daesh. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente cette cité à l'époque? Oui, alors la ville de Nimrud, ça a été une des capitales assyriennes au 1er millénaire avant notre ère. Et j'avais eu la chance de pouvoir visiter le site et de voir tout ce qui a été découvert et qui malheureusement a été en partie détruit, avec notamment les bas-reliefs qui ornaient la base des murs, qu'on a fait exploser. Donc il y a des missions d'évaluation et qui essayent de préparer les restaurations de ce qui peut être sauvé. Mais par exemple, la tour à étage, la ziggurat, a été complètement rasée au bulldozer. Il y a des photos terribles. Et pour préserver ce patrimoine, il y a notamment le numérique. Vous, dans quelle mesure, assyriologue, c'est une discipline qui vous aide? Alors, ce que nous faisons notamment, c'est de prendre des photographies de tous les documents écrits sous tous les angles, puisqu'on a affaire à des tablettes cunéiformes qui sont écrites sur plusieurs côtés. Et ces documents, évidemment, sont très précieux parce que les originaux peuvent s'abîmer, éventuellement disparaître. Donc, on a au Collège de France une base de données qui a été créée, qui s'appelle Archibab, qui donne accès à beaucoup de textes qui ont été ainsi numérisés. Est-ce qu'il y a des algorithmes pour décrypter cette écriture? Alors pour l'instant, on a des collègues qui essayent de faire des traductions automatiques, mais je pense qu'il y a des choses qui sont plus urgentes à faire en premier lieu. Mais dans quelle mesure ce que vous tenez entre les mains là, l'image, c'est précieux? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça vous permet de savoir quoi au juste? Ça nous permet de reconstituer une civilisation entière. Donc vous avez des petits comptes journaliers qui peuvent sembler peu importants, mais qui en réalité attestent par exemple la présence d'un roi à tel endroit, à telle date. Donc on peut reconstituer l'itinéraire d'un voyage d'un souverain. Et puis vous avez des textes plus précieux, des rituels qui permettent de reconstituer les cérémonies qui avaient lieu dans les temples. Ce qui est fascinant aussi, il y a la question des sceaux que l'on peut parfois retrouver, qui montrent une interconnexion entre les cités à l'époque. Oui, vous avez des relations internationales qui sont extrêmement étendues dans tout l'ensemble du Proche-Orient.
dès les périodes proto-historiques, on le constate avec les échanges de biens, mais qu'on connaît beaucoup mieux, bien sûr, à partir du moment où on a des textes. Et parmi les grandes figures, on va le voir à l'image, il y a aussi Hammurabi. Qui était-il? Qui représentait-il? Alors, Hammurabi, il a été important parce que ça a été un des souverains qui a unifié l'ensemble de la Mésopotamie, qui était très dispersé d'un point de vue politique. Et puis, il est surtout connu à cause de son code, qui a été découvert par une mission française à Suse en 1902, et qui est un des codes de loi les plus anciens de l'histoire du monde. Ouais. On disait tout à l'heure en début d'entrevue, berceau de l'écriture, berceau de l'humanité. Dans quelle mesure est-ce vrai? Alors, pour l'écriture, il n'y a pas de doute. Berceau de l'humanité, c'est... De la civilisation. Voilà. Alors, toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on définit la civilisation, mais il est bien certain que des racines très très importantes de la civilisation moderne viennent de là, et y compris dans certains détails. Par exemple, le fait que notre heure soit divisée en 60 minutes, c'est un héritage direct des Babyloniens. Et la Révolution française, dans son désir d'introduire le décimal, n'est pas allée jusque-là. Ouais. Qui a été précurseur dans le déchiffrage de cette écriture? C'est un travail collectif qui s'est fait dans le courant du 19e siècle, et les Français y ont joué un rôle très important. Vous avez des figures comme Oppert, par exemple, qui était premier professeur d'assyriologie au Collège de France dans la dernière partie du 19e siècle. Vous avez eu un peu plus tard quelqu'un comme Thureau d'Angin qui a déchiffré, enfin qui a contribué vraiment à ce qu'on comprenne la langue sumérienne, qui est une des différentes langues qu'on note dans l'écriture cunéiforme. Et ça se continue. Et pourquoi la France était si impliquée que ça? Par quoi est-ce passé? Vous citiez tout à l'heure l'égyptologie, Champollion. Pourquoi cette fascination? Alors, il y avait l'idée qu'on allait retrouver des capitales importantes comme Ninive au XIXe siècle, et puis petit à petit, on a eu des responsabilités entre les deux guerres, par exemple, avec le fait que la Syrie était sous mandat français. Donc, les Français ont mis sur pied un service archéologique très important, et donc la tradition française a été pendant longtemps davantage tournée vers la Syrie que vers l'Irak, puisque l'Irak c'était davantage le domaine des Anglais, mais sans exclusivité, bien entendu. Il y a et donc, c'est comme ça, par exemple, que la ville de Marie a été découverte en 1933-34, et qu'on a des archives très très intéressantes qui sont toujours en cours de publication par une équipe menée par des Français. Merci beaucoup Dominique Charpin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc assyriologue, professeur au Collège de France, et il y a donc ce colloque de rentrée qui débute à partir de demain, le 9 octobre, mercredi, et ça dure 3 jours. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.